le prix à Paris, est-ce que tu penses que ça va exploser ou on va rester un peu sur les prix qui existent aujourd'hui? Alors figure-toi qu'il y a eu un très grand rattrapage de la capitale parisienne sur Londres. J'ai vu que vous aviez vendu le pavillon de la Reine, si je dis pas de bêtises, là où est né Louis XIV. Et nous avons besoin de cabinets tels que le tien pour se tenir au courant. Cette famille de plusieurs générations de réussite nous a dit « mais vous méritez votre nom de Sotheby's ». Et j'ai estimé cette maison 20 millions d'euros et le propriétaire américain m'a dit « mais Franck, votre concurrent vient de me l'estimer 14 ». Une leçon que tu as apprise et qui te paraît vraiment essentielle, quelle serait-elle? Alors Bonjour à tous, je suis François Touchard, avocat associé du cabinet Cardian Avocat. Bienvenue dans le premier épisode de ce podcast, la tribune des dirigeants. Chaque mois, nous recevrons un chef d'entreprise pour qu'il nous partage son parcours, ses réussites et les défis qu'il a su surmonter. Pour ce premier épisode, j'ai le plaisir de recevoir un client historique du cabinet, le président de Paris West Sotheby's International Realty, Franck Silver. Aujourd'hui, son groupe est un acteur incontournable du luxe à Paris. Son groupe compte près d'une dizaine d'agences et une cinquantaine de collaborateurs. Bonjour Franck, ma première question pour toi, c'est pourquoi avoir choisi l'immobilier? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur pour ce secteur? Bonjour François, merci de me recevoir. Alors, ce podcast, c'est une drôle de coïncidence puisque je fête ce mois-ci mes 30 ans d'immobilier. Voilà. J'ai fait personnellement une école de commerce, comme beaucoup d'étudiants. Et je me destinais à être banquier, travailler dans la finance. Et lors de mes entretiens, au sorti de mon diplôme, je suis rentré dans l'immobilier un peu par hasard, avec des anciens camarades de classe, en attendant mon futur poste de banquier. Et figure-toi que je me suis pris au jeu et que j'ai commencé donc en octobre 1995, dans le quartier des Batignolles, dans le 17e arrondissement. Et j'ai commencé à vendre des appartements de 2 pièces, de 3 pièces. Voilà, c'était un positionnement moyenne gamme. Et tout de suite, je me suis pris au jeu. Voilà, j'ai aimé avoir le contact des clients, le contact des gens, discuter. Et grâce à ce démarrage, qui s'est très bien passé, j'ai tout de suite été associé au développement de ce groupe. Donc, c'était le groupe Connexion Mobilier. Et nous étions quelques associés. Nous avons développé jusqu'à une vingtaine d'agences immobilières dans Paris. D'accord. Et figure-toi que ça a été la base de l'apprentissage de notre métier. Voilà. Le moyenne gamme, on a appris le métier sur le tas. D'accord. Alors, je vais revenir un petit peu en arrière, mais d'abord, alors, tu t'es lancé avec quelques amis. Comment ça s'est passé? C'est-à-dire qu'en fait, tu as commencé à prendre un poste dans une agence, le groupe Connexion Immobilier. Voilà, qu'on comprenne bien quelles ont été les premières étapes avant d'arriver à ces premiers succès. Le premier jour, on m'a donné un bureau. Ouais. On m'a donné le particulier à particulier, puisque ça fonctionnait beaucoup à l'époque. Et on m'a dit, Franck, tu vas te débrouiller, tu vas rentrer des appartements pour qu'on puisse les vendre après. Voilà. Donc, finalement, j'ai eu peu d'accompagnement. D'accord. Mais j'ai des parents qui étaient dans le commerce. Donc, j'ai toujours été un peu destiné à ce sens du commerce, comme on dit. Et je me suis débrouillé tout seul. Et la première semaine, j'ai rentré une dizaine d'appartements. D'accord. Dans le 17e, dans le 8e. Comme je te le disais tout à l'heure, des 2 pièces, des petits 3 pièces. Et c'est vrai que ça a fait la surprise de toute l'équipe qui était déjà là en place depuis 2 ans. Oui. Et j'étais fait pour ce métier. Voilà, donc tout de suite, une première vente la première semaine. Dans notre métier, on dit souvent qu'un bon collaborateur vend dans le premier mois. D'accord. Et ma première vente a été un petit studio au 7e étage sans ascenseur. Puis j'étais très content et ça m'a apporté un peu d'adrénaline. Et je me suis prêté au jeu très facilement. Et j'ai pris beaucoup de plaisir. Donc, j'ai été broker tout de suite. D'accord. Voilà. Et sache qu'au Batignolles, il n'y avait pas beaucoup d'ascenseurs. Donc, les 6e sans ascenseur. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, beaucoup de petits appartements, beaucoup d'étages à monter, des surplaces. Je me souviens de certains samedis où on faisait 7 fois ou 8 fois une visite du même appartement au 6e sans ascenseur. Donc vraiment, un apprentissage en bas de l'échelle, on va dire. Ouais. Et puis, tout de suite, donc, je me suis pris au jeu. J'ai commencé à vendre et au bout de 6 mois, 1 an, on m'a proposé tout de suite de monter une première agence dans la rue Poncelet. J'avais 26 ans à l'époque et directeur associé de l'agence. Voilà. Et c'est parti très vite.
Donc, on travaille à l'époque, comme d'ailleurs aujourd'hui, 7 jours sur 7, il ne faut pas se mentir. Toujours disponible, à l'affût des clients, être disponible, du sur-mesure. Et que ce soit dans le moyen de gamme ou dans le haut de gamme, voilà, l'écoute du client. Et cette première agence, alors on te propose tout de suite l'association. Comment ça se passe? C'est-à-dire qu'après, toi, tu n'as qu'un rôle commercial ou tu vas tout de suite commencer, je dirais, à gérer des collaborateurs et à piloter vraiment l'agence? Comment ça se passe ton quotidien à ce moment-là? Alors, j'ai tout de suite été associé au projet. Donc, mon poste était le directeur, donc j'avais 26 ans. Il y avait une équipe de 4 personnes. Et quand on a 26 ans, pour apprendre à manager, c'est pas simple. Non. Donc, il est vrai que j'ai un peu servi d'exemple à l'agence. Moi, à l'époque, j'étais, on va dire, un manager en montrant l'exemple. Voilà, donc j'étais une sorte de locomotive de par mes actes. Voilà. Donc, le matin, j'arrivais le premier. J'étais le premier à faire ce qu'on appelle de la pige en immobilier, de la relance téléphonique, de la prospection. Et toute la journée, donner des conseils à droite à gauche à mes équipes. Et puis, déjà un accompagnement et beaucoup de bienveillance envers les collaborateurs qui m'entouraient. Et voilà, l'exemplarité, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. J'ai toujours essayé d'être un exemple pour mes équipes. D'accord. Et qu'est-ce que tu retiens un peu de ces premières années et quelle différence tu vois déjà entre le marché de l'immobilier d'hier et d'aujourd'hui? Alors, figure-toi que quand j'ai commencé, il n'y avait pas d'ordinateur. Oui, c'est ça. Ouais, aucun. Donc, on avait... je te parlais du PAP tout à l'heure. Ben, c'est simple. On prenait les pages du PAP, on faisait des classeurs de studio, 2 pièces, 3 pièces, on les collait et on appelait les gens. Et après, on allait présenter nos clients. De même, on n'avait pas d'ordinateur ni de logiciel de transaction. Donc, c'était tout simple. On avait le classeur ceux qui cherchaient 1 pièce, 2 pièces, 3 pièces. Tout était à la main. C'était à la main, exactement. Pas de téléphone portable. Donc, il fallait joindre les gens à certains horaires. Donc, on avait parfois le téléphone du travail, le téléphone à leur domicile. Donc, on essayait de joindre les gens le matin ou le soir à 19h30 ou sur l'heure du déjeuner. D'accord. On avait à l'époque, je me souviens, les premières annonces, puisque c'était le lancement d'Internet. Pour te donner une idée, sur les portails immobiliers, on a connu le démarrage de Se Loger. On envoyait un fax avec nos annonces. Ah oui, incroyable. Incroyable, voilà. Et pour la petite histoire, à l'époque, quand on prenait des offres, on demandait un chèque. Ah oui. Donc, on avait une table dans notre bureau où dès qu'on prenait une proposition, on prenait une proposition écrite et on agrafait le chèque qui représentait 10% de l'acquisition. D'accord. Et c'était à l'époque quelque chose qui se faisait. D'accord. Et donc, un travail manuel, mais aussi commercial et avec des évolutions perpétuelles dont nous allons parler. D'accord, très bien. Et donc, tu gravis les échelons du coup dans ce groupe. Tu ouvres une première agence, une deuxième. À quel moment, en fait, puisque effectivement, après, tu as fondé le groupe Paris-Ouest, pourquoi tu n'as pas poursuivi dans cette voie et pourquoi tu as vraiment lancé à proprement parler Paris-Ouest? Alors, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que le groupe Connexion Immobilier, j'ai aidé à le développer pendant 15 années. Voilà. Donc, tu te doutes qu'en développant ces agences, je suis passé par toutes les étapes. Bien sûr. Avec l'augmentation du prix de l'immobilier, puisqu'entre 90 et de nos jours, on va dire l'immobilier a été presque multiplié par 10. D'accord. Voilà, tu as eu l'euro qui est arrivé. Et pour te donner une idée, ce qui était 10 000 francs en 95 est devenu 12 000 euros aujourd'hui, voire plus. C'était le moment d'investir. C'était peut-être le moment d'investir. Et personne, à l'époque, n'avait prédit cette hausse de l'immobilier. Et quelque part, les appartements, les maisons sont devenus un véritable produit de luxe. Donc tout doucement, le marché devait se segmenter. Tout doucement, nous devions appréhender cet objet de luxe, puisque tu n'es pas sans savoir que l'appartement ou le domicile conjugal est la première dépense des familles aujourd'hui. Bien sûr. Voilà. Et tout doucement, ces biens sont devenus de plus en plus un vecteur de réussite sociale. Cela donnait du sens au travail, de l'enrichissement de la famille, du patrimoine. Et il est vrai qu'il a fallu s'adapter à ce marché. Donc, y poser les nouvelles bases,
vendre un 2 pièces et vendre un hôtel particulier, il y a des codes qu'il faut connaître, etc. Bien sûr. Il faut évoluer puisque nos clients sont plus les mêmes, tu t'en doutes. Bien sûr. Donc, alors la chance que j'ai eue, j'ai été élevé à Neuilly. Voilà, j'ai fait le lycée Pasteur, donc l'école je les connaissais. Et très vite, j'ai monté ma première agence à Neuilly en 98, mars 98, et elle a tout de suite fonctionné. Je me souviens, on était encore en travaux, qu'on avait déjà fait des ventes. Voilà. Et comme j'ai vu que l'immobilier, au bout de 15 années, commençait vraiment à devenir haut de gamme, donc j'ai décidé de passer... j'ai été contacté par Sotheby's Realty. D'accord. Au début, juste pour développer Neuilly. D'accord. Et j'ai eu cette chance, en 2010, de faire un record, puisque nous avons fait une vente à 20 millions d'euros, 16 millions d'euros et 12 millions d'euros dans les 18 premiers mois d'activité chez Sotheby's Realty. Incroyable. Donc, ça a été une chance. On va dire que notre éducation, plus l'apprentissage qu'on a vu les 15 années précédentes, m'ont permis de réaliser ces transactions exceptionnelles. Et les propriétaires de Sotheby's Realty aux États-Unis se sont dit, mais on était jeunes encore à l'époque, j'avais 40 ans, mais 3 ventes aussi, voilà. Et donc, ça m'a permis d'ouvrir après des agences dans Paris. D'accord. Avenue Victor Hugo. Parce qu'à ce moment-là, tu avais déjà la franchise Sotheby's, mais à Neuilly. À Neuilly-sur-Seine, voilà. D'accord. Ils ont voulu un petit peu tester ce qu'on était capable de faire. Tu as été presque le point d'entrée pour eux dans le marché français, c'est ça? Tu es le premier franchisé ou... Non, alors il y avait déjà Sotheby's Realty qui existait déjà dans beaucoup de villes de France. D'accord. À Paris, il y avait un bureau dans le 8e arrondissement qui fonctionnait très bien. Et leur volonté, c'était de voir si la marque pouvait se développer en Île-de-France. D'accord. Voilà. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, c'est eux qui viennent te chercher, c'est ça? C'est eux qui viennent te proposer l'enseigne, le nom Sotheby's. Écoute, moi, j'avais déjà 15 années d'expérience. C'est ça. Voilà, on avait déjà fait quelques... Non, mais bien sûr, c'est ton réseau qui t'a... Mais je veux dire, c'est pas toi, quelque part, qui va les démarcher. C'est de part... C'était une rencontre et qui a été tout de suite une rencontre qui s'est très bien passée. Ouais. On a signé très rapidement les licences. Et c'est vrai qu'au début, on se dit, on va rester à Neuilly, ça nous suffit, etc. Et puis, comme la réussite a tout de suite été au rendez-vous, les portes se sont ouvertes naturellement. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, on a tout de suite après ouvert un bureau avenue Victor Hugo. Et c'était un chemin qui s'ouvrait naturellement à nous. Bien sûr. Et je pense à ça aussi pour des jeunes peut-être qui se lancent. Pourquoi avoir choisi de travailler sous le nom, on va dire, de Sotheby's et par exemple ne pas avoir démarré une agence à ce moment-là sous ton nom propre? Quel était vraiment l'intérêt? Est-ce que tu penses que ça t'a apporté des opportunités, des mandats que tu n'aurais peut-être pas eu? Alors, tu as entièrement raison de me poser cette question. Mais il est vrai que Sotheby's Realty International existait déjà depuis les années 70 et il y avait déjà à peu près 5000 bureaux dans le monde. Oui. Donc, on va dire que c'est une marque qui est tellement magique, elle t'ouvre toutes les portes. Oui. Et je me souviens, la première année où nous avons ouvert notre premier bureau, nous avons fait d'abord une belle transaction à près de 2 millions d'euros d'une grande famille française. Et le plus grand des compliments, à la signature de l'acte authentique, cette famille, de plusieurs générations de réussite, nous a dit « mais vous méritez votre nom de Sotheby's ». Et pour moi, ça a été plus que le financier, ça a été une très belle récompense. Et ça veut dire que tout ce qu'on avait mis en place, ou tout ce qu'on était en train de mettre en place, commençait à rayonner. Oui, je comprends. Voilà. Et pour rebondir sur ta question, Sotheby's Realty nous a envoyé tellement de clients et la maison de vente aux enchères, puisque je ne te cacherai pas que la première vente à 20 millions d'euros, c'était un des plus grands collectionneurs de Picasso. D'accord. Donc, ça a été un client américain envoyé par la maison de vente aux enchères. Oui. Donc, tu te doutes qu'il a fallu que je sois extrêmement professionnel. Et je me souviens à l'époque, nous étions en confrontation avec un concurrent qui faisait du haut de gamme. Oui. Et j'ai estimé cette maison 20 millions d'euros. Et le propriétaire américain m'a dit « Mais Franck, votre concurrent vient de me l'estimer 14. » Donc, imagine la pression que j'ai. Oui. Et ce propriétaire nous a fait confiance, nous a signé un mandat exclusif de 6 mois à 20 millions d'euros. Et on l'a vendu en 1 semaine.
Donc, quelque part, on a été à la hauteur Oui. de ces exigences. Et si ce propriétaire ne nous rencontre pas, il signe un mandat à 14 millions. Et donc, la maison de vente aux enchères m'a dit « Mais merci Franck, bravo pour ton travail ». Et c'est vrai que tout de suite, ça m'a prouvé qu'on pouvait peut-être réussir dans le haut de gamme et dans le luxe. Et alors, parce que tu commences déjà à nous faire rêver par des anecdotes, et est-ce que voilà, il y a une vente qui t'a particulièrement marqué? Tu viens de nous raconter celle un peu extraordinaire avec le collectionneur de Picasso. Est-ce que tu en as une autre un peu voilà, qui t'a marqué? Alors, François, j'ai une multitude de ventes. J'imagine. Voilà. Donc, toute la journée, nous avons des propriétaires chefs d'entreprise. Là, pour te donner une idée, on vient de vendre l'appartement près du Trocadéro d'une grande chanteuse américaine. D'accord. Toute la journée, Ouais, c'est ça. il nous arrive des belles Et j'ai histoires. vu que vous aviez vendu le pavillon de la Reine, si je dis pas de bêtises, qui était l'ancienne, là où est né Louis XIV. Exactement. Voilà. Et bien, figure-toi que c'est un des bureaux Sotheby's dans le monde qui nous a envoyé le dossier. Donc, c'est un hôtel particulier, un petit château que nous avons rentré il y a à peu près un peu plus d'1 an. Et nous l'avons vendu assez rapidement. Et c'est une part d'histoire que nous avons vendue. Voilà. Louis XIV est né dans cet endroit. Et nous l'avons vendu à un chef d'entreprise français. Donc là, c'est resté dans le patrimoine français. Sûr. Voilà. Mais toute la journée, au quotidien, il nous arrive de très belles histoires. Et nous devons être à la hauteur de ces histoires. D'où l'importance de nos valeurs et de notre éducation. Bien sûr. Alors, on revient un peu sur voilà, la structuration de ton groupe. Est-ce que tu as entrepris seul? Est-ce que tu as eu des associés? Comment ça s'est passé? Puisqu'après, effectivement, tu as eu cette première agence à Neuilly, puis d'autres dans Paris. Comment s'est passée la structuration? Alors, chez Connexion, j'avais aussi un associé historique D'accord. qui se nomme Paolo Fernandez et qui m'a évidemment accompagné. Donc, nous l'avons fait ensemble. Et pour la petite histoire, j'ai rencontré ma femme en 2000. Et j'ai dit à mon épouse qui avait une société, j'aimerais qu'on le fasse ensemble. Voilà. Donc, ma femme nous a rejoints. Sa sœur, Johanna, docteur en droit, nous a rejoints. Et nous sommes donc une société familiale. Et l'importance que j'ai donnée on va dire que Sotheby's Realty est un projet familial. Et que, à nous 4, nous avons des complémentarités. Johanna est docteur en droit, ma femme directrice marketing, Paolo et moi, on s'occupe de tout ce qui est équipe commerciale et développement. Et il est vrai qu'à nous 4, nous avons pu aller un peu plus vite dans le développement. Un gage de confiance, parce que évidemment, quand on fait partie de la même famille, on peut se dire beaucoup de choses, mais comme nous avons des valeurs identiques, nous nous comprenons aisément. Voilà. Donc, on va tous dans le même sens. Et même quand il y a des périodes plus difficiles, comme on a eu là il y a quelques années, on est ancré dans le même bateau. D'accord, oui, donc effectivement, travailler en famille, c'est sûr que c'est un atout qui est énorme et ça permet de traverser les crises et les hauts aussi de façon tout à fait différente parce que tu sais que tu n'es pas juste avec des associés, finalement, tu es avec des gens qui vont t'accompagner et qui vont t'épauler. Alors, non seulement ils vont m'épauler, m'accompagner, mais je vais aussi les accompagner. Ouais. Beaucoup de synergie. Et tu vois, on fait beaucoup, toutes les semaines, on a un comité de direction. Eh bien, toutes les décisions sont prises ensemble. Parfois, il y a des débats qui peuvent durer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Mais les décisions, elles sont prises ensemble. Et ça, c'est tellement important. Et donc, voilà, non seulement 4 associés, mais aussi bien entourés. Bien sûr. Voilà. Très bon expert comptable, très bons avocats, on en parlera tout à l'heure. C'est important de le dire parce qu'effectivement, pour l'entrepreneuriat, s'associer, c'est pas toujours une évidence et il peut y avoir souvent des tensions et autres, et même au sein, on va dire, de familles qui entreprennent. Donc, c'est important de voir qu'effectivement, il peut y avoir d'énormes réussites et qu'au contraire, ça peut vraiment être un facteur de réussite et d'aide. Je pense que c'est important de le rappeler. Ouais. Alors, complètement. Je vais même aller dans... Il y a une chose qui est très importante, c'est que tous les 4, on se remet énormément en question et en cause. Je pense que c'est une de nos grandes qualités. On s'est fait beaucoup coacher toutes ces années. On a eu plusieurs types de coaching. D'accord. Ce qui nous a permis, on va dire, d'arrondir un peu nos caractères. Ouais. Voilà.
Aujourd'hui, un comité de direction se passe beaucoup mieux qu'il y a 15 ou 20 ans. D'accord. Tu t'en doutes. Ouais. Un peu plus de sagesse, un peu plus de calme. On se connaît encore mieux. Ouais. Et alors du coup, je reviens un peu à mes histoires d'agence, c'est-à-dire que comment maintenant est organisé votre groupe? C'est-à-dire que chacun pilote une agence ou alors vraiment, il y a plusieurs agences et puis toi, avec Paolo, tu vas piloter les équipes commerciales de toutes les agences. Comment ça se passe? Comment c'est structuré? Alors justement, tu te doutes qu'au début, une agence, 2 agences Ouais. et le développement. Donc, il a fallu se structurer. Nous avons analysé les qualités de chacun d'entre Ouais. nous, des 4 associés. Donc, Johanna, par exemple, s'occupe de la direction financière et du juridique. Bien sûr. Ma femme, qui a un 3e cycle en marketing à l'IAE, s'occupe du marketing et de la communication. Paolo s'occupe extrêmement bien des équipes commerciales et avec moi du développement. Quant à titre personnel, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est le développement, donc trouver des beaux endroits, Ouais. des belles façades, là où il y a du passage, là où il y a notre marché. Et j'aime particulièrement m'occuper du recrutement. D'accord. Ce qui est important, c'est que les 4 associés font partie de la même famille. Et donc, nous avons voulu développer cet esprit familial au sein de nos équipes. Et donc, en se structurant, nous avons nommé des directeurs, donc beaucoup de directeurs issus de promotion interne, puisque ce sont des anciens brokers auxquels on a vu la façon de travailler, Ouais. d'évoluer, et des équipes et des brokers qui sont en quelque sorte le prolongement des 4 associés. Donc, beaucoup de bienveillance dans notre groupe, c'est l'ADN, c'est notre ADN. Voilà. Tu sais comme moi que la vie professionnelle comporte des hauts et des bas. Bien sûr. Nous sommes là pour soutenir les bas et de féliciter quand il y a des victoires et quand il y a de beaux résultats. Quelque part, quand je recrute un collaborateur, je le recrute pour les 10 ou 15 prochaines années. Et ce qu'on leur dit, c'est que vous avez une certaine expérience, maintenant on va vous faire briller, on va vous faire monter. Nous, c'est bon, on est monté peut-être au 3e étage de la Tour Eiffel. Souvent, je leur dis, on va vous faire monter encore d'1 ou de 2 étages, on va vous apprendre, on va vous apporter certaines techniques qui vont vous permettre d'être dans le haut de gamme. D'accord. Alors avant de revenir à ces techniques, parce que ça, je pense que c'est un conseil que tout le monde va avoir, comment on fait pour bien recruter? Alors, il y a beaucoup d'instinct. Ouais. Voilà. Et ça, ce n'est pas une science exacte, Ouais. le recrutement. Parfois, tu as un très bon candidat qui peut dissimuler ses valeurs. Donc, c'est à moi d'aller chercher les valeurs qu'il a en lui. C'est à moi d'aller observer son comportement. Alors, évidemment, je me renseigne sur son passé. Bien sûr. Souvent, je ne me verrai pas embaucher ou recruter quelqu'un si je n'ai pas envie de passer un moment agréable avec lui. Voilà. Souvent, je me dis, j'ai envie d'aller déjeuner avec cette personne ou de boire un verre ou de prendre un café, d'échanger. Puisque l'important aujourd'hui, tant professionnel qu'avec nos clients, c'est d'échanger. Voilà. Et c'est de prendre du plaisir. Voilà. Moi, j'aime prendre du plaisir et j'aime rigoler dans mes bureaux. C'est ce que je dis. Et plus le temps passe et plus j'ai envie ça permet d'affronter les tempêtes de façon plus agréable. Et alors ça transparaît depuis qu'on a commencé à se parler, c'est cette idée un peu de bienveillance, de valeur. Est-ce que c'est propre, tu penses, à l'univers un peu du luxe, de ces biens extraordinaires? Comment est-ce que tu qualifierais un peu ça? Comment est-ce que tu arrives à véhiculer ça? Et quelles sont peut-être aussi les attentes de clients sur des biens comme ça extraordinaires à 20 millions d'euros? C'est quoi la particularité de ce marché et comment vous arrivez autant à performer? Alors, d'abord, pour répondre à la première partie de ta question, comme nous avons appris le métier en partant du bas, nous avons le respect du travail, le respect des uns et des autres. Et je pense que dans le luxe, si tu n'as pas ce respect du client, qu'il ait 500 000 euros ou 10 millions d'euros, tu ne peux pas garder cette bienveillance. Voilà. Donc je pense que notre force, ça a été justement de garder cette simplicité au fond de nous, ce devoir de bien faire, et de terminer le travail bien commencé. Voilà. Souvent, j'ai eu des propriétaires qui m'ont dit « Franck, figurez-vous que je viens d'avoir une belle offre d'un de vos concurrents
qu'est-ce que vous en pensez? Et si j'ai le sentiment que ça va à son avantage, je dis, mais bravo, allez-y, je vous conseille d'avancer. Voilà. Et c'est comme ça que nous pouvons garder ou que nous avons des clients depuis 30 ans. Et on ne se force pas, puisque pour moi, c'est un sentiment, quand quelqu'un nous confie un bien à la vente, c'est qu'il a un projet. Mon but, c'est que son projet se réalise avec nous, ou parfois sans nous, malheureusement. Mais je sais que la fois d'après, il va me rappeler parce qu'il sait que ça sera de la bienveillance dans mes propos et de l'honnêteté. Voilà, donc tu me dis, est-ce que tout le monde est fait pour réussir dans le luxe? Je pense qu'il faut vraiment être transparent. Il faut vraiment aimer son prochain. Je suis désolé de le dire, mais voilà, l'empathie fait partie de nos gènes. Et encore une fois, j'ai vu certains brokers exploser en vol parce qu'ils ont fait une très grosse vente à 14 millions, 10 millions, 3 millions, et tout de suite se sentir, entre guillemets... Ça, c'est un vrai sujet aussi, parce qu'effectivement, on peut vite perdre pied quelque part avec des sommes qui sont astronomiques, des ventes records et j'imagine des commissions qui vont avec. Aussi, alors ça, c'est une question, c'est comment un peu garder les pieds sur terre et s'inscrire dans le quotidien, continuer à faire des ventes, des mandats. Est-ce qu'on arrive vraiment à voilà. Et ben justement, c'est garder la tête froide. Voilà. Premièrement, ce n'est pas notre patrimoine, ce sont nos clients. Troisièmement, rester simple, c'est ce que je te disais. Sans nos clients, notre groupe ne pourrait pas vivre ou survivre. Voilà. J'ai un de mes collaborateurs qui a fait cette année une très très belle vente, à plus de 30 millions d'euros. Et je lui ai demandé, mais raconte-moi, qu'est-ce que tu as fait avec ta commission? Et j'ai pris beaucoup de plaisir parce qu'il m'a dit qu'il avait placé de l'assurance vie pour ses enfants, il s'est acheté une nouvelle voiture. Et j'ai pris beaucoup de plaisir pour lui. L'autre fois, j'ai recruté un collaborateur qui était dans une société concurrente, un très bon collaborateur, plus de 50 ans, quelqu'un qui a beaucoup de vécu. Et je lui dis, mais comment ça se passait avec ton ancienne direction quand tu réussissais? Il m'a dit, mais un jour, le directeur est venu me dire, mais qu'est-ce que ta fiche de paye nous a coûté cher ce mois-ci? Mais moi, j'ai envie de dire l'inverse. Merci de ton travail, merci de ton implication. Et c'est un travail d'équipe. Donc, je suis fier qu'il réussisse. Je suis fier de lui donner une rémunération. Je suis fier de lui donner une prime quand on peut le faire. Et voilà, c'est une récompense. Voilà. Mais gardons cette simplicité que nous avons et prenons du recul. On sent que c'est ça qui fait d'ailleurs la réussite de votre groupe. C'est cette ambiance que vous avez réussi à créer avec ce respect des collaborateurs, cette bienveillance et qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes un des leaders sur le marché du luxe. C'est vraiment cet accompagnement et cette bienveillance. Effectivement, nous sommes les serviteurs de nos clients. Alors, on va changer un peu de thématique avec les hauts et les bas du marché immobilier. Tu l'as dit tout à l'heure, effectivement, il y a eu les années 90 où le marché n'avait rien à voir avec ce qu'il est aujourd'hui. Donc, tu as vu cette évolution du marché, cette augmentation des prix. Et puis, aujourd'hui et hier, il y a eu un contexte économique qui était parfois compliqué. La crise du Covid, aujourd'hui, la hausse des taux d'intérêt. Quel est pour toi l'impact de toutes ces évolutions et toutes ces crises sur le marché immobilier et notamment sur le marché immobilier de luxe? Alors, tu n'es pas sans savoir qu'il y a des cycles économiques de tout temps, depuis que l'économie existe. Donc, depuis 30 ans, à ma petite expérience, j'ai assisté à beaucoup de crises. Et donc, il faut s'y habituer. Ça fait partie des affaires, du monde des affaires. Donc, justement, lorsqu'on est en période de réussite, il faut savoir mettre de côté. Il faut savoir apprécier notre réussite pour pouvoir préparer les batailles qui vont arriver. Il est vrai que le confinement a été une très grande bataille. Pendant 6 semaines du premier confinement, on s'est tous dit, mais où va-t-on? Voilà. Donc déjà, on a commencé à se réinventer la première semaine du confinement. Des réunions en Zoom, des réunions au téléphone, de la réflexion. Et figure-toi que la bonne nouvelle, c'est que quand on est sorti du confinement, qui était au mois de mai, on a fait un double mois. C'est-à-dire qu'on a rattrapé le mois d'avant. Et on était tous sidérés. L'appétit n'avait pas disparu avec le Covid. Exactement. C'était resté en réserve. Exactement. Donc, on s'est aperçu que finalement, rien n'arrêtait nos clients
à acheter leur résidence principale ou leur résidence secondaire, ou à nos clients étrangers de venir à Paris. Il y a une résilience. Souvent, on oublie ce qui s'est passé auparavant. Voilà. Donc, on est préparé à ces crises. Nous sommes des combattants. Et grâce à notre travail d'équipe, grâce à cette bienveillance, on arrive à se réinventer en permanence pour contrer ces crises. Et ces cycles qui sont là et qui seront là éternellement. Qui sont d'ailleurs inévitables. Et peut-être aussi, la question, c'est de savoir finalement, suite à ces crises diverses, est-ce que vous avez mis des choses en interne, peut-être pour anticiper? Alors, on reviendra sur les réseaux sociaux. Vous avez mis des processus Zoom, mais est-ce que vous avez mis d'autres choses en place? Alors, on a mis une multitude d'outils pour pouvoir justement se réinventer. On parlait du Zoom, mais concrètement parlant, toute la journée, on réfléchit à pouvoir transmettre un peu mieux nos messages à nos équipes, à nos clients. Donc, évidemment, l'IA est rentrée dans notre quotidien. On ne peut pas donner tous nos secrets, tu t'en doutes. Bien sûr. Mais les vidéos, on a eu certaines vidéos qui ont été vues à 1 million de fois. Donc, nous avons fait voyager nos mandats. Nous avons fait voyager nos hôtels particuliers. Alors, c'est vrai que chez Sotheby's Realty, c'est un peu plus facile puisqu'il y a 1200 bureaux dans 85 pays. Donc, tu te doutes que c'est un peu plus facile pour nous. Ma présence aujourd'hui, le podcast, savoir et faire savoir. Donc, aujourd'hui, les canaux de distribution ont évolué. Avant, il y avait la publicité dans la télé ou dans le Figaro. Il y a 30 ans, c'était la publicité dans le Figaro. Aujourd'hui, ces techniques-là sont dépassées. Aujourd'hui, voilà, on a beaucoup de nouveaux outils qui sont à notre disposition et qu'on utilise. On en vient effectivement à cette question des réseaux sociaux. Forcément, l'immobilier évolue comme la société, donc c'est ce que tu disais. Vous, maintenant, je dirais les réseaux sociaux en tant que tels, c'est une vraie stratégie marketing. Et alors, évidemment, j'ai vu votre compte Instagram et on voit des biens extraordinaires. Mais est-ce que vous arrivez déjà à mesurer l'impact des réseaux sociaux? Est-ce que c'est un canal parmi d'autres? Ou est-ce que vous vous dites, non, il faut faire all-in, j'allais dire là-dessus, et demain, ça va devenir notre principal vecteur d'acquisition? Comment tu vois, toi, vraiment les réseaux sociaux? Alors d'abord, on essaie d'être présent partout, puisque n'oublions pas aussi les anciens canaux de distribution. Oui, bien sûr. Nous sommes présents sur les réseaux sociaux depuis de nombreuses années, tu t'en doutes, puisqu'on a pris tout de suite le chemin, on a tout de suite pris le train en marche. Oui. Avec notre service marketing, on a décidé de diffuser certains biens en vente, certains biens vendus à un rythme qui aujourd'hui nous correspond. Évidemment, nous faisons évoluer ce rythme-là. Et pareil, sur notre site, il y a beaucoup d'informations qui sont... ou sur nos sites, puisqu'on a 3 sites Sotheby's Realty, international. Savoir et faire savoir, voilà. Donc, beaucoup d'articles de presse, beaucoup d'articles en interne, beaucoup de réseaux sociaux. Et puis, quel va être l'avenir? On l'apprend au quotidien. On dit aujourd'hui que l'IA va transformer notre quotidien. Donc, on appréhende l'IA au fur et à mesure de ses évolutions. Et alors ça, c'est aussi une question un peu aujourd'hui. On voit quand même que le contexte économique en France est compliqué. Tu parlais tout à l'heure de résilience un peu de l'immobilier. Comment est-ce que tu vois en fait le marché immobilier parisien? Est-ce qu'il résiste bien? Est-ce que l'appétit aussi des clients étrangers est toujours présent? Comment tu vois là vraiment, je dirais aujourd'hui, la situation de l'immobilier? Alors, pour faire un petit résumé, l'après-Covid, après le Covid, nous avons connu 2 années extrêmement fastes. La moyenne des transactions en France est d'environ 900 000 € par an. C'est à peu près la moyenne qui fait que tout le monde travaille correctement. Après le Covid, nous sommes arrivés à 1,1 million et 1,250 million transactions dans notre pays. D'accord. Et donc, il y a eu, après, une correction, puisque nous sommes passés de 1,250 million à près de 750 800 000 transactions. Pour plusieurs raisons. D'abord, une corrélation naturelle et une augmentation des taux. Donc, tu n'es pas sans savoir que la fin de 2023, 2024 ont été
pas des très belles années. Les taux ont commencé à baisser début 2025. Et la résilience est là. C'est-à-dire que nous, l'année 2025, elle va être plutôt bonne. Sans dire excellente, mais plutôt bonne. On est en train de terminer nos chiffres, mais on va être à plus 20% par rapport à l'année 2024. Beaucoup de clients étrangers, oui. Dans Paris, nous vendons des appartements à des Anglais, à des Américains, à des Indiens. Il faut savoir qu'il n'y a pas que la France qui va mal. Le Brexit nous a beaucoup aidés. Oui. Une partie de la finance est venue à Paris. Donc, on a logé beaucoup de traders ou beaucoup de gens des grandes sociétés, des grandes banques anglo-saxonnes. L'Allemagne ne va pas très bien. Ils étaient en récession jusqu'à maintenant. Voilà, donc la France a connu beaucoup de hauts. Aujourd'hui, elle est dans le bas. Mais néanmoins, on a assisté à un semestre de travail qui a été plutôt très dynamique. Et même un mois de septembre où on est plutôt très content de nos résultats. Alors, est-ce que c'est parce qu'on a mis les bouchées doubles ou parce que le marché est porteur? Peut-être un peu des deux. Mais on a fait de très belles transactions, même entre 1,3 million et 1,7 million, qui n'est pas forcément notre marché aujourd'hui. On a ouvert ce marché, c'est Sotheby's Realty, et figure-toi que ça a été une très belle découverte. Et nous sommes très contents puisque l'agence du Marais, par exemple, et de Hauteuil, chacune ont fait 3 ventes à 1,8 million dans la même semaine au mois de septembre. D'accord, ouais, c'est quand même. Oui, sans oublier nos grosses transactions. Ouais, bien sûr. Et on a toujours beaucoup de clients envoyés par nos bureaux Sotheby's de l'étranger qui arrivent à Paris et qui achètent. Et aujourd'hui, tu dirais quelle est la proportion entre les clients étrangers et la clientèle française? Alors, ça va dépendre des marchés, tu t'en doutes. Du prix des biens. À Neuilly-sur-Seine, nous, on est très, très présents. On va dire que 9 acheteurs sur 10 sont français. Dans le 16e, on va peut-être dire 6 sur 10. Mais dans le Marais, dans le 6e ou dans le centre de Paris, ça va être 1 sur 2 minimum. Nous avons beaucoup de biens d'exception. Des derniers étages, des penthouses, des hôtels particuliers. À 80%, c'est une clientèle étrangère qui a les moyens de payer comptant et qui achète dans le haut de la fourchette du prix que nous avons estimé. C'est notre force. Voilà. Donc, on utilise ces clients étrangers pour vendre dans la fourchette haute. Et c'est pour ça que nos propriétaires nous contactent. C'est pour essayer de vendre un peu plus cher que le prix du marché. Tu t'en doutes. Bien sûr. Mais néanmoins, quand on a un client français qui dit « Écoutez, moi, je ne peux pas forcément mettre la barre haute ou la fourchette haute du bien, est-ce qu'il serait possible qu'on discute autour d'une table ?» Et c'est ce qu'on va s'efforcer de faire auprès des propriétaires. Donc, nous défendons les intérêts de tout le monde. En tout cas, du moins, on essaye. Parfois, quand on est dans une impasse, on se fait une table ronde avec le propriétaire, l'acheteur, pour voir si on arrive à trouver un deal qui pourrait faire plaisir à tout le monde. On dit toujours qu'une vente intéressante ou une vente plaisir, c'est quand tu as 3 parties qui sont contentes. Pardon. Un vendeur, un acheteur et une agence. Donc, on n'hésite pas à organiser des rendez-vous en face-to-face pour voir si on n'arrive pas à trouver une issue qui pourrait plaire à tout le monde. Donc, nous défendons les intérêts de nos clients étrangers, mais aussi des intérêts de nos clients français. D'accord. Oui, c'est quand même original en quelque sorte de se dire que oui, tu réunis en fait les parties et elles trouvent avec toi en fait une négociation et un terrain d'entente. Notre rôle, c'est de l'intermédiation. Donc, parfois, nous avons des transactions où l'offre a été faite 6 mois auparavant et où les propriétaires ont mis 6 mois à l'accepter. Il faut être patient d'un côté Exactement, comme de l'autre. Il faut être patient. Et puis, parfois, ça se fait dans la journée. Là, on vient de rentrer à une très belle maison en plein cœur du Marais avec une terrasse. Peut-être qu'elle va se vendre en une journée. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant dans notre métier, c'est qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Alors, par contre, comme on a un fichier client important, on sait à peu près où on va, tu t'en doutes. Là, on vient de vendre un appartement dans le centre de Paris. Je pensais le vendre à un Américain. Et on l'a vendu à un monsieur de 70 ans qui nous l'a acheté au prix du marché, qui a dit « Écoutez, j'ai mes petits-enfants qui sont dans la rue d'à côté. J'ai envie de les voir tous les jours. » Voilà, c'était notre surprise. Donc, il n'y a rien d'écrit. Parfois, on établit un prix. Parfois, on va le vendre. Il va y avoir de la surenchère sur le bien. Alors, c'est interdit, évidemment, mais il y a des gens qui vont dire « Mais je ne peux pas mettre un peu plus pour avoir ce bien. » Et puis, parfois, le contraire, ça va être en dessous.
Voilà. Mais nous n'avons pas un dossier qui se ressemble. D'accord. Et alors, pour revenir un peu plus à toi, quels sont aujourd'hui, toi, ton quotidien, tes journées? Est-ce que tu fais encore beaucoup de ventes? Est-ce que tu apprécies vraiment être, je dirais, les mains voilà, dans la machine à faire des ventes? Ou est-ce que tu es un peu plus en retrait, à animer les équipes commerciales? Est-ce que tu donnes les mandats à tes collaborateurs? Comment ça se passe? Mon associé et moi-même sommes toujours sur le terrain. Voilà. Toujours la main la main dans les. C'est un métier passion quelque part, de toute façon. Exactement. Donc, Je passe ma journée à rencontrer des propriétaires, des clients. Cette semaine, je vais te parler de ma semaine. bah oui. J'ai estimé un appartement sur le bois de Boulogne, à Neuilly, au boulevard du Commandant Charcot, un hôtel particulier dans le Marais, un appartement avenue Foch. Voilà, c'est mon quotidien. Je te parlais tout à l'heure de montrer l'exemple. Mhm. Ben, avec mon associé, on continue de montrer l'exemple. Voilà. Donc, une réunion à 9h, une estimation à 10h, un recrutement à 11h, à 2h, une négociation, à 16h, une signature chez le notaire. Voilà. On reste ancré toute la journée sur notre marché. Et qu'est-ce que tu préfères, toi, par goût, si tu devais faire qu'une chose, qu'est-ce que ce serait? C'est une bonne question. Alors, je vais en dire deux. D'abord, comme je te disais, je m'occupe de recrutement. Oui. J'adore rencontrer un candidat avec lequel je vais avoir une belle synergie et nos équipes une belle synergie. Oui. Pourquoi? Parce que cette rencontre va permettre un développement de notre groupe grâce à l'être humain que je rencontre. Non seulement on va le faire progresser, mais il va aussi nous faire progresser. Et en parallèle, quand je rencontre un propriétaire avec un beau mandat, une belle histoire, ça aussi va apporter de l'eau à notre moulin. Et donc, demain sera fait des rencontres d'aujourd'hui. Et l'un ne va pas sans l'autre, tu t'en doutes. On sent évidemment que ce qui te plaît plus que tout, finalement, c'est les rencontres, que ce soit aussi bien de clients, de partenaires ou de candidats. Des rencontres, il y en a 1000 qui ont dû te marquer, mais est-ce qu'il y en a certaines vraiment qui ont fait sens dans ton parcours et qui ont vraiment été des étapes décisives pour toi? Alors, c'est drôle ce que tu me demandes. Figure-toi que beaucoup de mes clients m'ont apporté un enrichissement intellectuel assez important. Et lorsque ces clients ont les mêmes valeurs que les miennes, eh ben, il y a tout de suite une amitié qui naît. Beaucoup de nos amis ont été rencontrés dans le cadre professionnel. Ouais. Quand je me déplace chez quelqu'un, dans son appartement, c'est quelque chose d'extrêmement intime. Oui. Alors, je regarde jamais ce qu'il y a au mur parce que je n'aime pas... Sauf les Picasso. et voilà. Bravo. Mais je ne viole pas l'intimité. Bien sûr. Voilà. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est la personne que j'ai en face, l'épaisseur. J'ai rencontré des chefs d'entreprise tellement intéressants. On parlait de simplicité aujourd'hui, de notre parcours, mais j'ai rencontré certains chefs d'entreprise qui ont un parcours tellement exceptionnel que je suis agent immobilier, restons à notre place. Je suis aussi chef d'entreprise. Mais le chef d'entreprise que je suis va être admiratif de certains que je rencontre. Et souvent, j'aime faire des réunions de travail ou des réunions amicales avec les gens que j'ai rencontrés à titre professionnel. Et je sais que ça va matcher parce que nous avons un parcours qui est similaire. Nous sommes attirés vers les affaires, le monde des affaires, mais nous avons aussi cette simplicité au fond de nous. Et donc, on se donne des conseils au quotidien, que ce soit des conseils professionnels, mais aussi des conseils personnels. Et donc, on évolue ensemble dans nos parcours similaires. Alors, on va revenir à un sujet un peu plus légal, puisqu'après tout, c'est un podcast d'un cabinet d'avocats. Est-ce qu'il y a certains points, toi, que tu as trouvé dans le développement de ton entreprise, qui, juridiquement parlant, pour un entrepreneur, à ton sens, il faut vraiment avoir une attention dessus particulière? Alors, évidemment, aujourd'hui, le juridique est à tous les étages de notre société. Je vais vous donner une petite anecdote. Mais la loi Carrez, elle n'existait pas avant. Oui. On vendait des appartements sans surface. Et donc, sans surface? Sans surface. On disait que ça faisait 100 mètres carrés, mais personne ne le vérifiait. Oui. Voilà.
Et donc, tout doucement, c'est arrivé dans les années 90, la loi Carrez est arrivée, et un certain nombre de nomenclatures et de normes. Ce qui est très bien, puisque ça protège l'acheteur, ça protège aussi le vendeur, d'ailleurs. Et donc, tout au fil de ces années, énormément de normes sont arrivées. Et au quotidien, nous devons nous mettre à jour. Et donc, pour cela, nous avons besoin de cabinets tels que le tien pour se tenir au courant. Le social, pour les contrats de travail. Le monde des affaires, nos sociétés, nos SCI, le RGPD, pour ne pas le nommer. Nous avons été un des premiers à vraiment suivre de très très près le RGPD. Là, j'ai recruté certains candidats où le RGPD n'est pas respecté dans les autres groupes. Nous devons de montrer l'exemple. Voilà. Et donc, sans l'accompagnement des avocats, nous ne pouvons pas le faire. Voilà. Ça, c'est fondamental. Sur les sécurités des entreprises, j'en oublie, mais c'est notre lot quotidien. Nous avons plusieurs avocats qui sont spécialisés. Le droit social, je sais que Laurence, dans ton cabinet, nous aide beaucoup. Voilà, donc on s'appelle, etc. Donc c'est vraiment aujourd'hui un des leviers importants sur lesquels vous êtes très vigilant. Et après, peut-être d'un point de vue plus personnel, alors forcément, toi, tu es en famille avec des associés, donc c'est un petit peu différent. Mais je ne sais pas, est-ce que tu es très vigilant, par exemple, alors pas du coup un pacte d'associés, mais peut-être dans la rédaction de baux que tu as pris ou de contrats de travail. Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment un élément sur lequel un chef d'entreprise qui nous écoute se dirait oui, sur ce point-là, il faut que je sois vigilant et ou peut-être un truc que tu n'avais pas vu et qui a pêché. Alors, tu parlais d'un pacte d'associés. Nous, ça fait 15 ans que ton cabinet l'a déjà fait. On pense un jour à la sortie, évidemment. Évidemment, nous avons voulu mettre notre groupe à l'abri. Donc, nous avons acheté l'ensemble des murs dans lesquels nous exerçons nos agences pour se prémunir de crises importantes. Les avocats nous ont rédigé des protocoles de SCI, de validation des comptes, de nos sociétés. Pareil, le protocole d'associés, le pacte d'associés, c'est en cas de revente de SCI ou la vente de nos sociétés. Voilà, c'est pour se prémunir de toute fâcherie compromettante. Et justement, quand tout est écrit, ça nous permet encore mieux de s'entendre, puisque tout est écrit. Voilà. Il n'y a pas de non-dit, il n'y a pas de doute, de possibilité. Voilà. Et même si on se fait confiance aujourd'hui, et on se fera confiance dans l'avenir parce que je le sais, il est important de marquer des choses légales. Aujourd'hui, toi, comment est-ce que tu vois l'avenir de ton groupe ? C'est-à-dire que là, effectivement, depuis maintenant plus de 20 ans, vous êtes lancé sur ce secteur. Comment est-ce que tu vois les évolutions ? Et toi, qu'est-ce que tu souhaiterais ? C'est quoi ton ambition ? Ouvrir des agences partout ? Vous concentrer vraiment sur que des mandats très haut de gamme ? Tu nous as parlé que vous ouvriez un segment un peu plus avec des prix un peu inférieurs. Tout est relatif, mais voilà. Quelles sont tes perspectives d'avenir ? Alors, tout d'abord, c'est de s'occuper de nos clients. Ouais. Voilà. Et si on peut s'occuper un peu plus de clients dans d'autres segments, nous pensons que nous pouvons tout à fait les aider, ce qui a été le cas ces dernières années. Aujourd'hui, l'immobilier de luxe, c'est un phénomène qui est mondial. Regarde, les capitales du monde entier ont flambé. Rien que le bureau de Monaco, aujourd'hui, je crois qu'on a plus de 50 000 euros le mètre carré, parfois 60 000, Londres, New York, etc. Donc, je pense qu'il y aura une belle pérennité. Je ne vois pas pourquoi cela s'arrêterait. Nos clients ont besoin d'un accompagnement humain, de nos conseils. Il est vrai que de dire que Sotheby's Realty s'occupe de leur mandat, nos clients sont contents de le dire ou de l'annoncer. Ou dans les dîners en ville, certains disent j'ai acheté cette maison par Sotheby's. C'est aussi un gage de crédibilité. Bien sûr. D'où l'intérêt de notre honnêteté et de notre accompagnement. Donc je vois tout à fait un marché porteur. Tu n'es pas sans savoir que les baby-boomers, il va y avoir un grand échange du patrimoine français dans les 10 prochaines années. Donc nous sommes prêts à relever le défi pour que le patrimoine aille, même à leurs enfants, d'un point de vue juridique, mais parfois un arbitrage dans certaines familles.
Et donc, je pense qu'on va avoir beaucoup de travail dans les 10 prochaines années. Et tu parlais du prix effectivement des capitales mondiales que sont New York, Londres, mais aussi quelque part Paris. Et finalement, le prix à Paris, évidemment, est très cher, mais par rapport à ces capitales, c'est sans commune mesure. Qu'est-ce que tu penses que on peut jamais prédire l'avenir, mais voilà, le prix à Paris, est-ce que tu penses que ça va exploser ou on va rester un peu sur les prix qui existent aujourd'hui? Alors, figure-toi qu'il y a eu un très grand rattrapage de la capitale parisienne sur Londres, D'accord. puisqu'il y avait un très grand différentiel avant le Brexit. Ce D'accord. différentiel s'est amoindri fortement. N'oublie pas qu'aujourd'hui, dans le 8e, on va être avenue Montaigne ou rue François 1er, on peut être jusqu'à 30 ou 40 000 euros le mètre carré. Là, on vient de faire une vente à 30 000 euros le mètre carré, avenue Marceau. Donc, cette différence, elle s'atténue. Paris fait vraiment rêver. Il n'y a pas de foncier. Mais ces prix exceptionnels, est-ce qu'ils sont liés à des locations un peu hors du commun, l'avenue Montaigne, des penthouses, on imagine, incroyables, ou est-ce que, ouais, tu vois ce que je veux dire, c'est l'ensemble un peu des prix d'un arrondissement qui vont être tirés vers le haut? On va parler du Marais. Le Marais, il y a 20 ans, personne ne voulait y aller. Mm. Aujourd'hui, on a 70% de nos clients qui sont étrangers. Donc, les clients étrangers ont été attirés vers d'autres secteurs que le 6e, Ouais. que le 7e. On a quand même une belle qualité de vie à Paris. Il n'y a pas de foncier, il n'y a pas d'immeuble de 30 étages. Il y fait bon vivre, même si la sécurité s'est un peu dégradée, mais est-ce que ce n'est pas un phénomène qui est mondial? Donc, sincèrement, je pense que Paris reste très attractif pour nos clients étrangers qui ont fait des belles réussites Oui. et qui ont envie de se faire plaisir en venant s'encanailler ou passer Noël à Paris. Un petit pied-à-terre dans le Marais. Exactement. Voilà. Exactement. Un peu toujours dans ce sujet un peu des biens d'exception, tu parlais de ton réseau. Comment est-ce que tu fais aussi pour travailler ton réseau? C'est-à-dire qu'effectivement, tu as ton fichier client, Sotheby's t'apporte des mandats bien sûr, mais est-ce que tu as une méthodologie, c'est un grand mot parce que je pense que ça doit être quelque chose de très naturel, mais comment tu fais pour entretenir ce réseau, le nourrir? Est-ce qu'il y a un peu des clés? Et tout à l'heure, on n'y est pas revenu, mais tu parlais un peu de la formation en quelque sorte des collaborateurs. Est-ce qu'il y a une partie un petit peu là-dedans sur le réseau? Alors, nous sommes des communicants. Donc évidemment, nos clients, on essaie de toujours penser à eux. Là, par exemple, on vient d'inaugurer un très beau bureau près de la place Victor Hugo. On a fait une très belle soirée avec plusieurs centaines d'invités. Évidemment, il y avait un bon nombre de mes clients. Ah oui. Voilà. On pense à eux. On fait beaucoup d'événements avec la Maison de vente aux enchères, avec d'autres partenaires. Nous pensons à eux. Un petit texto à Noël, un déjeuner, un petit déjeuner. Je dirais que nos clients, cette relation, elle s'entretient comme avec tes amis, comme avec ton conjoint ou ta conjointe. Voilà, c'est « j'ai pensé à vous ». Et je pense que c'est notre force. Je pense que c'est ma force, c'est de penser et aux uns et aux autres. J'ai des très gros clients que je connais depuis 15 ans qui envoyaient leurs enfants à Londres en pensionnat. Et figure-toi qu'il y a une école qui a ouvert près d'eux, qui s'appelle une école internationale. Et je les ai appelés, je leur ai dit, mais vous savez, les deux petits derniers, là, pourquoi vous ne les mettez pas dans l'école à côté? Elle est exceptionnelle. Et ils ont mis leurs deux derniers dans cette école. Et ils m'ont remercié. Voilà, j'ai pensé à eux. Et je pense que c'est vraiment notre force. Je ne suis pas là pour travailler pour un coup, cela ne m'intéresse pas. On va dire que derrière un appartement, derrière un projet, il y a une personne. Et c'est cette personne-là qui m'intéresse. Et cet échange va être extrêmement constructif. J'apprends énormément de choses au quotidien. Et chaque rendez-vous est un apprentissage. Ouais, c'est fort et c'est vrai que c'est une image très belle que tu véhicules parce qu'en fait c'est celle vraiment d'une passion d'abord pour les autres. Voilà, c'est le bien que tu vends, mais c'est vraiment d'abord des rencontres et c'est ça qui t'enrichit. Et, exactement. Notre interview touche à sa fin, donc je vais te poser un peu une dernière question qui est celle qu'on posera un peu à tous les gens qu'on va interviewer, qui est de savoir, voilà, si tu avais un dernier conseil que tu devais donner à un entrepreneur, une leçon que tu as apprise et qui te paraît vraiment essentielle, quelle serait-elle? Alors, c'est de bien s'entourer. Voilà. Donc, c'est de bien s'entourer de ses associés, de ses directeurs, de ses brokers, de ses avocats,
de son expert comptable, de son commissaire. Voilà, être entouré de gens qui vont nous aider au quotidien à traverser les années professionnelles. Merci de cette réponse et puis du temps que tu nous as consacré, de cette interview. Si on veut te retrouver, comment est-ce qu'on peut te contacter ? Alors, figure-toi que moi, je n'ai pas de bureau. Mon bureau, comme celui de Paolo, nous sommes dans nos agences toute la journée, du lundi au samedi. Et donc, il suffit d'aller voir un bureau et demander où est Franck, où est Paolo, et on est très accessible. Bon, pour nos auditeurs, ils seront comment du coup te rencontrer ? Avec plaisir, retrouver. François. Je t'en prie. Si cette conversation vous a inspiré, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à partager ce podcast. À bientôt pour de nouvelles interviews.